Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, science-fiction liée au jeu de rôle, puisque je vais vous parler de Ghostmaker de Dan Abnett. Ghostmaker qui est le deuxième tome de la série Gaunt's Ghost, les fantômes de Ghost. Ghostmaker, chez nous en français, ça donne simplement les fantômes. Je l'ai lu dans l'omnibus rassemblant sous le titre Gaunt's Ghost Volume 1 First and Only Ghostmaker in Necropolis, publié par Games Workshop dans sa Black Library, ses collections Warhammer 40 000 donc et série Gaunt's Ghost. Le roman a été publié initialement en 2000, cette édition que j'ai consultée date de 2016 et c'est une édition électronique. Retour au roman Warhammer 40 000 et plus précisément à la série Gaunt's Ghost, avec le deuxième volume toujours signé Dan Abnett, Ghostmaker, en François Faiblard simplement Les Fantômes. Comme son prédécesseur First and Only, je l'ai lu dans un omnibus reprenant les 3 premiers titres de la saga, éventuellement rassemblés sous le titre de trilogie de la Fondation. Mais c'est pas exactement du Asimov, hein. Boum, takataka, boum, piou, piou, blam. First and Only, ceci dit, ne m'avait pas forcément hyper emballé, mais voilà, Ghostmaker encore moins. Et là, ça devient quand même sacrément problématique. La structure de Ghostmaker est un tantinet tordu, même si rien d'insurmontable. Le truc, c'est que le bouquin est en fait une sorte de fix-up, et il semblerait bien que ce soit le cas au sens strict d'ailleurs, c'est-à-dire que Dan Abnett y aurait rassemblé plusieurs nouvelles antérieures consacrées aux différents membres du régiment des fantômes de Gaunt, avec un vague liant pour en faire un roman. Ce qui ne marche pas hyper bien des fois. La structure, disais-je. Ghostmaker n'est pas, ou pas totalement, la suite de First and Only. Après une mise en bouche bien terne et qui n'appelle pas vraiment à beaucoup de développement, enfin, j'y reviendrai brièvement quand même, on commence véritablement le roman en remontant en arrière, au moment crucial de la fondation du régiment sur Tanith, précisément quand, suite à une bêtise du commandement de la croisade dans les mondes du sabbat, les forces du chaos déboulent sans prévenir et ravagent la planète, l'anéantissent même. Bizarrement, cet événement séminal est ici traité de manière très expéditive. Il y a tout de même deux moments clés, quand le gamin Milo laisse de côté ses bignoux pour sauver Abraham Gaunt, et quand votre commissaire préféré récompense la quasi-mutinerie de son régiment à peine formé avec les débris qui restaient, en filant des grades à ceux qui étaient venus se plaindre auprès de lui de ce qu'il les avait privés de l'honneur de mourir pour Tanith, bande de crétins. Se plaindre, oui, et plus si affinité, ou plutôt le contraire. Mais c'est ainsi que le gentil Corbec devient colonel, et le vilain Rhône major, de manière passablement invraisemblable. Dans Ghostmaker, plus encore que dans First and Only, on insiste beaucoup sur la relation amour-haine entre Gaunt et Rhône, qui laisse présager d'un moment dans la série, plus ou moins lointain, où le major butera ou essayera de le faire le commissaire, à moins qu'il ne trouve la rédemption d'une manière ou d'une autre. Dans les deux cas, ce serait de toute façon lourdingue, et ça l'est déjà. Mais rétrospectivement, on peut, si l'on y tient, remonter aux premières scènes hors Tanith. L'idée qui perçait déjà dans First and Only, c'est bien sûr que, même dans ces conditions impossibles, Gaunt a su faire des survivants de Tanith un vrai régiment, très efficace, notamment dans les missions de repérage et d'infiltration, et a également su, ce qui était au moins aussi compliqué, s'attirer le respect puis éventuellement la sympathie de ces hommes. Et c'est là qu'on en arrive au gros du roman, le fix-up à l'intérieur, dont le propos est de s'attarder sur chacun des principaux membres du régiment au fil de récits les mettant individuellement en valeur, récits qui obéissent à une progression a priori chronologique des théâtres d'opération. Les premiers, sauf erreur, renvoient à une époque antérieure aux événements de First and Only, mais progressivement telle ou telle allusion nous laisse entendre que les récits les plus tardifs ont cette fois lieu après le premier roman de la série. Cette structure en définitive prolonge plus qu'elle ne contredit le principe de base, très film de guerre, de la bande de frères d'armes, répétitif mais indéniablement approprié dans le contexte de cette série, focalisée sur un régiment. Par ailleurs, ces nouvelles sont vaguement liées entre elles par des événements cette fois clairement postérieurs à First and Only, l'assaut de la croisade sur Montax, un mode du sabbat totalement ravagé par le chaos. J'y reviendrai en fin de chronique, mais pour l'heure, il faut surtout noter que les très brèves séquences de transition qui ont lieu juste avant Montax, au stade du transit et de la préparation, ou sauf erreur déjà durant l'assaut, ces séquences donc ont avant tout pour fonction systématiquement d'introduire le personnage qui sera au cœur de la nouvelle qui suivra immédiatement. Mais la dernière de ces histoires individuelles constitue en même temps une introduction bien plus marquée et cruciale à l'ultime chapitre, consacré à la plus folle bataille jamais menée par le régiment de Tanith, en attendant comme de juste la suivante. Mais cette structure, très mécanique finalement, n'est pas sans défaut et de deux ordres. Le premier, qui n'a rien d'inattendu dans un fix-up, est la disparité des récits le composant. Certains sont bons, d'autres beaucoup moins. Et c'est lié parfois, souvent peut-être, à l'intérêt intrinsèque du personnage au cœur du récit.
Larkin, éventuellement Bragg ou Corbeck, ou Cole ou le médecin d'Orden, l'aide de camp Milo sans doute, peuvent susciter d'emblée mon attention et gagner en caractère grâce au traitement particulier de Ghostmaker. Ça m'a particulièrement frappé dans la nouvelle consacrée à Larkin le fou, car sa folie n'était jusqu'alors pas vraiment palpable. Elle le devient ici, mais avec ce qu'il faut d'ambiguïté pour s'assurer que le personnage y gagne bel et bien individuellement, sans devenir incohérent dans le contexte du régiment. Clairement, cette histoire a été mon moment préféré dans Ghostmaker, quand le sniper est confronté à ses démons, patientant auprès de la statue d'un ange, qui a l'idée saugrenue de lui parler et de questionner ses intentions. C'est une bonne histoire, et indépendamment de la structure de Ghostmaker, c'est une bonne nouvelle. Triagan Bragg gagne en épaisseur, si l'on ose dire, dans un récit très Mad Maxien à l'ambiance assez soignée. Il s'agit avant tout de nous montrer que le bonhomme n'a rien d'un imbécile, même si tout le monde sauf Gaunt semble le croire. Dans l'absolu, on va dire que ça n'est pas très subtil, mais ça fonctionne. Corbeck, lui, demeure le type plutôt sympa, mais plutôt malin aussi, au sens où il sait compter avec les circonstances, un talent tactique qui justifie en définitive son grade. Ghostmaker donne vaguement l'impression de se répéter plus tard avec l'histoire assez proche consacrée à Kafran, sauf que cette fois on a l'impression que c'est la stupidité qui paye, et ça ne joue pas exactement en sa faveur. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, admettons, mais là... Plus sympathique, il y a certes Dorden, mais plus encore que pour Corbeck, ce récit qui lui est consacré n'apporte finalement rien de neuf, il est d'Orden, bon. Mais si Rowan, un personnage que je n'apprécie donc pas, s'en tire plutôt pas mal du seul fait que le cadre de son histoire est cool, un monde enneigé, un océan de glace même, et des orques dans la neige, dans la tempête, certains personnages qui m'intéressent bien davantage ne bénéficient pas forcément plus que ça du traitement Ghostmaker, ceci parce que les histoires les concernant peinent à convaincre. Cole, par exemple, l'éclaireur, met certes en avant la compétence du premier et unique régiment de Tanit dans son domaine, et ça change agréablement des brutes qui tirent en rafale en permanence, mais son histoire est pour le coup un peu trop badass, ce qui nous ramène d'ailleurs à d'autres séquences antérieures, où les hommes de Gaunt massacrent du Space Marine du chaos bien trop facilement. Si les plus redoutables soldats de la galaxie peuvent être abattus aussi aisément, quel est leur intérêt ? C'est un problème assez similaire qui se pose concernant Milo, que nous sommes portés à suspecter d'être un psyker non déclaré depuis le premier tome. L'arnaque à laquelle il participe est plutôt sympa sur le moment, c'est classique mais bien fait et même assez jubilatoire, mais l'enseigne se débarrasse bien trop facilement par la suite de l'attention menaçante de l'inquisitrice Lilith, un personnage très décevant de manière générale, et le truc qu'il révèle, hypocritement peut-on supposer, suffit à la leurrer quand il ne leurre pas un lecteur en tant que tel, censément bien plus crédule. Mais je parlais d'un défaut d'un second ordre, et il est bien autrement gênant car il agit sur la durée. En effet, la mise en valeur de tous ces personnages passe systématiquement par de longues scènes de bataille. Milo, comme de juste, il n'est alors pas soldat, est la seule exception dans tout le roman. Et oui, ok, je suis au courant, merci. Premièrement, c'est du Warhammer 40 000, et deuxièmement, c'est du Gaunt's Ghost, donc une série focalisée sur un régiment dans un monde où, jingle, il n'y a que la guerre. Mais là, c'est tout de même lassant, parce qu'il n'y a vraiment que de ça du début à la fin, Milo accepté donc. C'est d'autant plus lassant que le traitement très premier degré de Dan Abnett, certes à propos dans le contexte facho plus de Warhammer 40 000, devient vite étouffant, pénible, creux, le style très utilitaire et en même temps démonstratif de l'auteur en rajoutant une couche. Récemment, je vous causais de Fulgrim de Graham McNeill, qui était autrement plus malin et divers à cet égard. Mais en outre, les batailles narrées dans ce 5e tome de The Horus Heresy étaient bien autrement palpitantes et variées que celles que l'on subit tout au long de Ghostmaker. D'autant que le bonhomme Abnett est semble-t-il porté à se répéter de roman en roman. Ici encore, comme dans First and Only, juste avant, bordel, une part non négligeable de l'intrigue globale, peut-être un bien grand mot ici, tourne autour de la rivalité meurtrière entre les Tannites et un autre régiment, en l'espèce le Royal Volpone, des sangs bleus qui se la pètent grave, et indirectement les artilleurs de Kadzok. Si le rôle contraint et forcé de ces pauvres derniers produit quelques scènes intéressantes, je dois avouer que les niards militaires qui s'entretenuent dans le bac à sable, à force je vais avoir du mal, et là ça commence quand même. Le grand chapitre final ne se montre pas beaucoup plus convaincant, hélas, voire bien moins encore. Cette énième bataille, en dépit de son caractère surréaliste badass affiché, au point en fait où les cadres de l'administration impériale la passeront sous silence, et donc par là même les exploits les plus invraisemblables des fantômes de Gaunt, cette bataille donc pêche par trop d'endroits. Une vague malhonnêteté concernant les participants, qui m'a d'ailleurs rappelé par sa lourdeur roublarde le MacGuffin sempiternellement retardé de First and Only, des personnages pas à la hauteur de leur rôle supposé, Lilith en tête, ce genre de choses. En fait, c'est sans doute que nous sommes à nouveau confrontés à une mécanique trop apparente,
car cette grande scène obéit à des motifs flagrants qui feraient sans doute sens dans l'absolu, mais qui sont plus ou moins habilement mis en scène, et plutôt moins que plus, hélas. Il s'agit pour partie de rapprocher en dernier recours les Tanis et les Royal Volpone, sinon ça aurait vraiment été exactement comme dans First and Only. Mais surtout du fait d'une diablerie de Psyker, de donner au fantôme de Gaunt l'occasion de se battre pour Tanit, même si ça n'est qu'une illusion. Ce qui nous renvoie, bien sûr, au début du roman, et justifie, avec des guillemets, en dernier ressort, les histoires des différents fantômes de Gaunt pour assurer en définitive leurs compétences, leur unité, leur fraternité. Une idée intéressante dans l'absolu, mais traitée au gros sabot, et ça ne convainc donc guère. First and Only était une déception relative. Ghostmaker est à nouveau une déception, mais on peut faire sauter le qualificatif charitable cette fois. Le divertissement bourrin est certes bourrin, et c'est peu dire, mais ne divertit guère. Larkin et sa statue ne sauvent pas les fantômes de Gaunt à cet égard. Conséquence, Necropolis, le tome suivant sera celui de la dernière chance. Par chance, j'en ai lu du bien à peu près partout, voire plus que ça. Alors, espérons.